Bien, bien. Donc nous allons reprendre le travail pour cette déjà dernière demi-journée de ces journées file-foi. Mais donc vous savez qu'il va être consacré au LPAC syndrome et Christophe nous a préparé toute une série de communications qui vont être passionnantes. Donc Christophe, je te cède tout de suite la place. Écoutez, bonjour à tous. Donc l'après-midi va être séparé en deux chapitres. Le premier sera consacré, comme vient de vous le dire Olivier, au syndrome LPAC. Et on aura plusieurs exposés, comme on le verra. Puis la deuxième partie sera plus consacrée sur les études collaboratives que certains d'entre vous, auxquelles certains d'entre vous déjà participent ou participeront. Donc je crois que je fais ça pour passer. Alors pour planter le décor et avant de laisser la parole aux orateurs, je vous rappelle ah oui, on peut voir d'ici. Les grandes lignes du syndrome LPAC. Oui, j'ai un pointeur en plus. Très brièvement, donc c'est une forme rare de lithiase biliaire, le plus souvent symptomatique. Elle a la particularité de toucher l'adulte jeune, donc par opposition à la maladie plus commune qui touche les personnes d'environ 40-50 ans avec calcul de la vésicule biliaire. Et on sait qu'elle est liée, au moins pour une part, à un déficit génétique en MDR3, qui est le transporteur canaliculaire des phospholipides. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a donné son nom, puisque l'hypothèse princeps initiale, c'était que ce syndrome était vraiment lié à un déficit en phospholipides dans la bile. On a pensé que c'était l'unique cause de ce syndrome, et en fait, on va s'apercevoir qu'on a affaire à un groupe hétérogène probablement de maladies. Du coup, il s'agit davantage d'un syndrome que d'une maladie. Et je pense que cet après-midi, on discutera de l'hétérogénéité non seulement clinique, mais également radiologique avec le professeur Lionel Arrivé. Et il existe aussi, bien entendu, une hétérogénéité génétique qui indique que cette maladie est probablement pas une maladie monogénique mendélienne comme on pouvait le penser, mais peut-être une maladie oligogénique, on reviendra là-dessus. Alors toutefois, il y a des caractéristiques communes à ce syndrome, forcément, puisqu'on l'a identifié. Donc il y a un ensemble de signes cliniques, radiologiques en particulier, qui vont nous orienter vers ce diagnostic. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, près de 20 ans après la caractérisation de ce syndrome, ce diagnostic repose encore sur 3 gros critères diagnostiques, qui sont d'une part le début des symptômes avant l'âge de 40 ans, la récidive des symptômes après la cholécystectomie quand celle-ci a eu lieu et qu'on n'a pas pu faire le diagnostic avant, et puis et surtout la mise en évidence par des moyens d'imagerie, en particulier l'échographie qui joue un rôle clé d'une hépatolithiase, c'est-à-dire de petits calculs ou de cristaux que l'on peut voir dans les voies biliaires. Alors donc finalement, sur la base de ces 3 signes, on reste accroché à cette porte d'entrée dans le syndrome par rapport à ces 3 signes. Alors en pratique clinique, le syndrome LPAC pose avant tout une question diagnostique, et comme on le reverra, il y a une réelle problématique d'errance diagnostique, et je dirais même quand on a une suspicion diagnostique, après on a quand même la possibilité d'avoir une incertitude encore diagnostique, parce que tout n'est pas très clair actuellement, et il n'y a pas de signes spécifiques à proprement parler de cette maladie. Et puis il peut y avoir aussi des problématiques thérapeutiques, puisque, comme vous le savez, c'est une maladie qu'on traite par l'acide urso-désoxycholique en première intention, avec souvent d'assez bons résultats, mais néanmoins, maintenant qu'on connaît mieux le syndrome, on s'aperçoit que, comme dans les maladies cholestatiques, il y a des résistances à ce traitement qu'il va falloir définir et traiter également. On abordera cette question-là. Alors, le chapitre sur le LPAC sera donc séparé en plusieurs exposés. Je donnerai d'abord la parole à Madame Angela Leburg, qui est présidente de l'association ALBI, et qui va nous parler des résultats d'une enquête qu'ils ont fait au sein de leur association, et qui va nous montrer quelques particularités du syndrome LPAC dans le vécu des patients. Ça me semble important. Ensuite, on passera aux aspects cliniques et génétiques, et je vous ferai cette partie-là.
Enfin, Lionel Arrivé puis Marine Camus parleront des aspects plus radiologiques et interventionnels, donc radiologiques d'une part et endoscopiques d'autre part, puisque le diagnostic repose quand même en grande partie sur la radiologie, donc il va falloir voir comment on peut augmenter la sensibilité de ce diagnostic en pratique courante, et puis la prise en charge endoscopique pose également un problème chez ces patients qui ont des calculs à répétition, notamment de la voie biliaire principale, et je vois Marine arriver. On parle de toi, Marine, déjà, mais ce sera pour la fin de cette première partie. Bien, donc sans attendre, j'invite Angela Leburg à venir nous exposer les résultats de l'étude, de l'enquête qui a été faite au sein de son association, qui montre du doigt certains signes intéressants à révéler sur le syndrome LPAC. Merci, Angela. Alors, tout d'abord, c'est moi qui remercie d'avoir cette possibilité de porter la parole des malades, parce que même si on ne sait pas bien quel type de maladie ils ont, si c'est un syndrome ou non, ils se sentent malades et ils sont pas en très bonne forme. Donc, c'est important de pouvoir porter leur message. Et puis, tout d'abord aussi, si j'ai un objectif, c'est qu'à la fin de mon exposé, vous puissiez voir les personnes qui souffrent d'un syndrome LPAC d'une autre façon, ça veut dire avec bienveillance et puis compréhension, parce qu'ils ont eu un long parcours. Alors, la première personne qui a parlé du syndrome LPAC dans le forum d'Albi a posté un message en 2007. Donc, et en 2009, avant même que Saint-Antoine nous demande de nous emparer de ces malades, il y avait une personne qui avait adhéré à l'association et en déclarant avoir un syndrome LPAC. Donc, depuis ce moment, on fait des efforts pour avoir une bonne prise en charge et puis les accueillir, car il y a un grand désarroi de leur part. Donc, juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas Albi. Donc, on est organisé autour de 4 maladies. Nous sommes constitués d'une vingtaine de bénévoles, 800 cotisants, et nous avons une communauté de 2500 malades. Et nos axes principaux sont autour des enquêtes et études pour savoir de quoi on parle. Et puis, nous focalisons nos actions sur le financement et le cofinancement de la recherche. Donc, notre travail est aussi à la fois centralisé et régional, français et européen. Nous sommes agréés aussi par le ministère de la Santé. Donc, cette présentation aura comme base l'enquête que nous avons effectuée en 2018 et sur les 4 maladies principales, donc concernant qualité de vie et prise en charge. Donc, les données que nous avons obtenues sont en ligne, en phase avec les données de la littérature, aussi bien en ce qui concerne la prévalence des maladies qu'avec d'autres critères, mais qui sont en phase avec la littérature. Et donc, nous avons ainsi constitué une base qui sert comme groupe témoin pour comparer LPAC avec ces autres maladies, tout en tenant compte que les personnes qui souffrent des autres maladies ont aussi des désagréments dans leur vie quotidienne. Donc, c'est pas comme une personne de même âge, catégorie socio-professionnelle. Alors, nous allons faire un zoom donc sur LPAC. Ceux qui ont répondu à cette enquête, ils étaient actifs à 75%, donc 60% temps plein et 15% en temps partiel, conséquence de la maladie. L'âge moyen et médian du diagnostic est de 36 ans. Et à noter que LPAC ne concerne pas uniquement
des IMC faibles, du moins pour les personnes qui ont répondu à cette enquête. Je vais vous parler donc du diagnostic, prise en charge, sentiment des malades, le fardeau et une brève conclusion. Alors, pour le diagnostic, quels ont été les délais pour avoir ce diagnostic? Donc, comme vous voyez donc ici la courbe jaune concerne LPAC et on peut dire que 60% des malades attendent plus de 2 ans et 40% plus de 5 ans après les premiers symptômes. Donc, c'est assez difficile de tourner et puis pas savoir exactement ce qu'ils ont. Alors, si on compare ça avec les autres maladies, donc vous voyez que la situation est bien pire. Et ça va être souvent le cas dans ma présentation. Les données LPAC sont bien plus défavorables. Un tiers des malades doivent consulter au moins 4 médecins. Et un malade sur 7, au minimum 6 médecins. Alors, le diagnostic final est souvent posé à l'hôpital, comme vous voyez par le cercle rouge. Donc, le cercle rouge concerne les gastro-hépato d'hôpital. Les troubles initiaux qui ont mené aux investigations qui ont donné lieu au diagnostic, majoritairement bien sûr des douleurs et crises coliques hépatiques, mais aussi en moindre mesure des motifs divers. Et à noter qu'un tiers des malades déclarent des comorbidités, en majorité auto-immunes. Alors, la prise en charge, comment se sont réparties les personnes qui ont répondu à notre enquête. Donc, 2 tiers des malades se font suivre en centre labellisé Villefoy, mais 1 tiers hors centre labellisé. Donc là, vous voyez aussi les examens et leur fréquence, parce qu'on avait interrogé quel type de suivi ils avaient. Et puis, cela peut interpeller, mais cela certainement pourra s'éclaircir avec des recommandations un peu plus précises. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous voulez si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions. Alors, comment le malade a pu choisir où il devait se faire suivre? Comme vous voyez bien et avec un point d'exclamation avant recommandation du médecin traitant, vous voyez que la recommandation du médecin traitant est très faible, a un faible point par rapport au choix du malade, comment il doit se faire suivre. Et s'il n'est pas orienté par un spécialiste, il termine par se débrouiller par ses propres recherches, avis d'un proche, association ou même par défaut. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi la recommandation d'un spécialiste? Alors, on pense que la recommandation d'un spécialiste peut être un chirurgien qui a fait une opération de la vésicule biliaire, ou ça peut être le radiologue qui a détecté disons, en échographie. Donc, voilà. Et du reste, c'est vraiment, il va sur Internet et il se débrouille. Donc, c'est pas formidable. Alors, si on considère la prise en charge ALD, alors la très grande majorité ne bénéficie pas d'ALD et 75% n'a pas de soutien de la part de leur médecin. Alors, on peut imaginer que c'est une difficulté parce que les médecins ne savent pas bien comment classifier ou mettre, etc. Mais ceci rajoute aux malades une impression d'abandon et de non-reconnaissance de sa maladie. C'est comme s'il n'était pas malade. Voilà.
Alors, on a questionné également sur la perception de l'efficacité de l'acide urso pour les malades LPAC. Alors, la perception était comment dirais-je, d'efficacité n'était que de 55% et les effets indésirables à 57%. Donc, parfois, le patient peut se poser des questions, qu'est-ce qu'il doit faire? Et quelques-uns peuvent même arrêter de se faire soigner. Donc, c'est un point d'attention. Alors là, une donnée qui va parler du déroulé de la consultation. Ces informations viennent d'une enquête qui est encore, qui n'est pas complètement dépouillée et qu'on présentera en centre au réseau MVPH. Disons, ça touche au déroulé de la consultation. Vous voyez, les barres rouges concernent LPAC et les jaunes, les autres maladies, donc les autres groupes témoins. Et donc, les lignes rouges d'LPAC montrent le pourcentage des réponses négatives. Donc, sur chacun de ces paramètres, donc c'est beaucoup plus négatif pour LPAC que pour les autres. Et les questions posées donc concernent soit des questions précises, soit du ressenti. Et globalement, si on fait l'ensemble, un tiers n'est pas satisfait de sa consultation et prise en charge. Alors, si on pose la question aux malades, comment ils se considèrent au point de vue de leur santé? Est-ce qu'ils se considèrent en bonne santé? Alors, comme vous voyez, donc 60% ne se considèrent pas en bonne santé, ce qui est un peu l'inverse des autres maladies, que même s'ils considèrent qu'ils ne sont pas non plus dans une excellente santé, mais comparativement, c'est toujours plus pénalisant pour EPAC que pour les autres. Et également, comment ils se jugent par rapport aux gens de leur âge de façon bien plus défavorable. Alors, nous avons également interrogé sur les informations. Est-ce qu'ils se sentent bien informés et ce qu'ils comprennent de leur suivi? Alors, première disons, information à gauche, est-ce que le médecin pense de ma maladie? Alors, déjà, le trou noir, c'est ils ne savent pas. Donc, ça crée une situation déstabilisante au possible. Donc, le médecin ne sait pas ce qu'il pense enfin, le patient ne sait pas ce que le médecin pense sur sa maladie. Et puis, à droite, vous voyez ce que le malade pense de son niveau d'information. Donc, vous voyez que la partie bleue, elle est nettement plus petite pour syndrome LPAC. Et puis donc, 70% des malades ne se considèrent pas bien informés sur leur maladie. Donc, qu'est-ce que les malades font à votre avis, hein, s'ils sentent qu'ils ne sont pas du tout informés? Donc, ils ont un sentiment très négatif par rapport à leur suivi. Donc, sur les questions posées comme « Mon médecin prend en compte ma santé », « Est-il compétent? Est-ce qu'il m'explique bien et est-ce qu'il est à l'écoute ?» Donc, en rouge, c'est LPAC. Donc, ils sont nettement plus critiques que les autres. Donc, et ils sont vraiment critiques. Et à 45%, à nouveau, ils se débrouillent et ils composent leur propre régime
Donc, comme ils se sentent un peu désemparés et puis pas bien compris, ils ne comprennent pas bien les choses, donc ils font leur propre régime avec vitamines, probiotiques, sans laitage, sans gras, sans pain, mangeant dans des petites quantités. Enfin, c'est des exemples qu'ils ont cités dans les réponses. Alors, je vous laisse voir quelques commentaires. Je me sens incomprise, donc j'ai fait comme si j'étais pas malade. Mon médecin ne connaît pas ma maladie et ne s'y renseigne pas. Je suis toujours en attente de confirmation d'analyse génétique depuis janvier 2018. Mon rendez-vous était bâclé, aucune écoute. Votre traitement fonctionne à 45 voire 50%. Je ne peux rien faire de plus. Je manque d'informations sur les conséquences à long terme. Je pense que les médecins devraient se former et vous réorienter vers une structure adéquate au lieu de dire « je ne connais pas votre pathologie, je ne peux rien pour vous, au revoir et à dans 6 mois » et vous faire passer pour des fous. Il y a même des cas où des malades ont entendu bah, « écoutez, vous avez une perturbation génétique donc vous n'êtes pas malade ». Donc, il y a un peu de tout, malheureusement. Donc, si je me bats fortement pour ces malades-là, c'est que la quantité de choses qu'on peut entendre, c'est affolant, c'est horrible. Alors, les problèmes de la vie quotidienne, bon, c'est pas pour vous étonner que la fatigue invalidante arrive en première partie, mais des problèmes gastriques, de douleurs qui sont très importants et invalidants, et d'autres problèmes comme insomnie, douleurs articulaires, ça peut aussi arriver. C'est peut-être lié à des gens, vous regardez, c'est les gens qui avaient d'autres maladies auto-immunes ou pas, mais bon, bref, ça existe. Et tout ceci fait que le fardeau est très lourd à porter. Donc, il y a une perturbation importante de la vie quotidienne, donc qui est réellement perturbée pour 2/3 des patients. L'impact négatif sur toutes les activités, principalement sur les activités professionnelles. Alors ça, c'est très compliqué et difficile parce que ça crée donc des problèmes à la fois d'intégration dans la vie sociale, des problèmes économiques, des problèmes de toutes sortes, et c'est très complexe à gérer. 45% des personnes sont donc obligées de réduire l'intensité de leur activité, y compris un arrêt complet pour certains. Alors, donc, ici, avec des citations sur les problèmes douleurs, nausées, diarrhée, fatigue. Donc, pour la vie professionnelle, c'est pas évident. Donc, ils ont peur d'avoir des diarrhées au travail, qui sont souvent absents, trop fatigués, etc., etc. La vie sociale également. Et un mal-être général. Donc, les personnes ont du mal à se projeter à l'avenir, donc à faire des projets à plus ou moins long terme. Et ils sentent ils ont un sentiment important de déclin physique. Alors, donc j'arrive à la fin de cette partie, et puis je voulais vous livrer donc quelques questions et attentes. Alors, je pense que pour demander aux malades un test génétique, ben c'est très bien. Il faut peut-être expliquer aux malades que ça va permettre d'avancer dans la connaissance de la maladie, mais que ça ne va peut-être pas immédiatement régler un problème
de sa vie ou de la clinique pour lui. Parce qu'il attend, bon, on va demander un test génétique, ben, c'est formidable. Alors, on va peut-être me donner une thérapie ciblée ou on va régler le problème spécifique. Alors, il attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Le résultat arrive, même 4 ans, peut-être même 5 ans, je n'en sais rien. Donc, le résultat arrive et puis, bon, donc vous avez une mutation ABCP4, etc. Hein? Très bien, et alors? Bon, alors, donc ça crée une expectative, une angoisse, un agacement. Et je pense qu'il faut expliquer aux malades qu'il faut qu'ils comprennent les choses, mais qu'ils ne s'attendent pas à ce que le problème soit réglé avec les résultats du test génétique, au moins tout de suite. Alors, pour le traitement actuel qui ne marche pas toujours, alors comment conserver de l'espoir? Comment faire en sorte que ces personnes ne sortent pas de leur consultation ou de leur situation en disant, bon voilà, c'est fini, ça ne marche pas, je n'ai pas de solution, donc il faut y réfléchir pour la qualité de vie, pour l'espoir, pour le projet, pour l'avenir, etc. Alors, des questions concernant la relation avec la contraception et la grossesse, parce qu'on a vérifié, bon, en fonction de l'âge, etc., les déclenchements de la maladie et tout, il faut se poser la question, il faut creuser. Donc, des pistes aussi pour des recherches, voilà. Est-ce que cette maladie est héréditaire? Il se pose, est-ce que je peux avoir des enfants? Est-ce que je vais forcément, parce qu'il me parle en test génétique, est-ce que forcément je vais transmettre cette maladie, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Alors, c'est un problème de calcul de cholestérol. Alors, est-ce que quel impact de l'alimentation sur une maladie métabolique? Qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, justement. Alors, je me concocte mon propre régime, voilà. Et voilà, ça montre bien le besoin des recommandations de prise en charge de cette maladie que je ne saurais vous inciter à réfléchir et avancer. Donc, les malades ont besoin de vous, médecins, chercheurs, architectes, enfin, toute personne pouvant contribuer à leur amélioration, et puis de votre compréhension et empathie, parce qu'un malade qui arrive chez vous, soit pour un deuxième avis, soit pour une confirmation diagnostique, etc., pensez-y, il a vu 4, 5, 6, ou peut-être 3 ou 2, enfin j'en sais rien, mais il a fait quand même une tournée et il a besoin de votre empathie. Nous avons besoin de recherche clinique pour améliorer la qualité de vie et surtout et beaucoup de la recherche fondamentale pour nous permettre de trouver à terme la guérison de nos maladies, dont le syndrome LPAC. Merci beaucoup. Merci Madame Leburg. Donc il y a beaucoup de travail sur la planche et on voit que un PNDS serait certainement approprié pour essayer de clarifier ou en tout cas limiter encore les incertitudes. Il y en a beaucoup d'incertitudes. Et je pense que je vais voir s'il y a des questions évidemment dans l'auditoire, mais je pense que le mécontentement des patients, il s'explique aussi par l'incertitude du médecin qui n'est pas coupable en soi. Hein. C'est-à-dire que la médecine, c'est pas une science exacte et le LPAC est vraiment l'exemple où on est dans une zone parfois bien grise dans lequel le diagnostic n'est pas du tout certain, et là le patient le perçoit de façon évidente. La question de l'ALD aussi est mise en exergue par ça. Quelles sont les pistes que vous
pourriez suggérer pour que justement, comment vous voyez les choses? Parce que le problème, j'en ai souvent discuté avec vous, c'est que le symptôme de la maladie étant essentiellement la douleur, comment faire que les consultations ne se remplissent pas de patients qui ont finalement des troubles fonctionnels intestinaux qui ne sont pas des syndromes LPAC, mais qu'il y ait déjà une bonne orientation vers des services des pathologies? Enfin, une question difficile, hein. Avant de répondre à votre question, je me permettrai de dire le patient, il peut tout comprendre, tout. Quand les choses sont dites avec franchise, bon, écoutez, votre cas, c'est un cas qui n'est pas courant, c'est une maladie récente qui a été mise en évidence dans le début des années 2000. Nous sommes en 2021, pour une maladie, c'est très récent. Donc, voilà. Le malade peut comprendre ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. On va vous donner ces traitements. Alors, on va voir si ça marche bien. Donc, le malade, il peut comprendre ça. Donc, avoir une certaine franchise et dire, bon, écoutez, c'est pas qu'on ne sait pas traiter, hein, mais on va adapter au cas par cas, etc. Bon, vous savez bien faire ces genres de conversations, je suppose. Hein. Donc ça pour la première partie. Pour la deuxième partie, comment éviter? Si là, normalement, ça devrait être le système médical qui devait faire le premier tri pour savoir est-ce que c'est un problème d'une maladie intestinale, est-ce que c'est un problème... Bon, et puis, c'est compliqué. Pour vous, vous ne pouvez pas non plus recevoir un service des pathologies, mais il faudrait peut-être que ça passe par le service gastro ou par un gastro-entérologue. Enfin, je n'en sais rien. Comment sont organisées vos structures? Alors, le malade a mal, il va... Peut-être qu'il parle à son généraliste alors qu'il ne comprend rien. Il envoie... déjà, ils commencent par opérer la vésicule, et ils enlèvent la vésicule et tout. Donc, je comprends votre inquiétude, mais je ne sais pas vous dire. Je pense que quand même, il faut quand même penser que le tableau noir qu'Angela a présenté a été fait à partir de gens qui ont reçu un diagnostic LPAC. Autrement dit, il y a eu déjà une élimination précédente. Hein. Donc c'est déjà quelque chose d'important, c'est de savoir est-ce que le diagnostic est certain? Je n'en sais rien. Nous, on n'en sait rien. On a posé, ce sont des gens qui se sont oui, qui mais à venus 64%, directement. ils avaient eu disons une prise en charge par un centre expert. Hein. Faut espérer. Alors, et en plus, c'est ça. N'oubliez pas, hein, il y a une charte qui le montre. Hein, disons que parmi les gens qui ont répondu, il y en avait tout de même 64% qui étaient pris en charge par un centre expert, hein, d'un centre de compétences. Voilà. Alors, il y a une deuxième question, moi, qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est que avant que cette maladie ait commencé à être décrite, donc avant 2001, en gros, les syndromes LPAC devaient déjà exister. Comment étaient traités ces gens-là? Bien, justement, je ne vais pas refaire l'historique, mais effectivement, c'est des patients qui avaient tous eu une cholécystectomie et ensuite continuaient à avoir des douleurs abdominales. Et effectivement, on a vu que c'était plutôt des femmes jeunes d'environ 25 ans et que échographiquement, il y avait des raisons de penser qu'il y avait peut-être une microlithiase dans le foie. Moi, l'approche que j'ai par rapport à ça, c'est que je suis assez factuel en consultation, c'est-à-dire que c'est pas toujours très, convivial, mais j'explique que le patient a 2 ou 3 critères du diagnostic et que s'il en a que 2, c'est que c'est considéré comme suffisant. S'il en a qu'un, c'est peu probable, mais voilà. Donc j'explique qu'on est dans une zone toujours d'incertitude et je dirais que évidemment, quand on a 3 critères, on est déjà plus avancé, mais c'est compliqué effectivement parce qu'on aimerait avoir aussi un diagnostic génétique qui permet d'asseoir le résultat pour avoir des certitudes, en sachant qu'avec la réserve près que je vous ai dit tout à l'heure, et on le reverra, que seule une petite minorité de patients, enfin une minorité des patients, ont des mutations du transporteur ABCB4. Donc on reste toujours dans cette problématique qui est assez
qui génère de l'anxiété pour les patients de ne pas savoir exactement s'ils ont un syndrome typique. Alors on est toujours très content lorsque l'échographiste nous dit voilà, ça scintille de partout, il y a des images en queue de comète. La difficulté, c'est que c'est pas toujours comme ça dans la vie classique. C'est que c'est quelques queues de comète, quelques microspots, des voies biliaires anormalement visibles jusqu'en distalité. Donc on est dans quelque chose qui est pas évident. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Juste Christophe, là tu vas nous parler de la génétique, mais moi c'est vis-à-vis de l'ALD. Parce que ça, c'est un problème qui est pas si simple. Est-ce que tu penses qu'un résultat de génétique mettant en évidence un variant ABCP4 peut appuyer cette demande avec des chances de succès? Alors déjà, indépendamment de la génétique, si on considère qu'on fait un diagnostic de syndrome LPAC, qui est d'ailleurs dont le diagnostic repose sur des critères phénotypiques, cliniques et échographiques, ça génère normalement un traitement au long cours. Donc normalement, toute hépatopathie chronique nécessitant un traitement au long cours, ça correspond à une case normalement à l'assurance maladie qui dit nécessité d'une prise en charge ALD. Et dans les faits, ça ne se traduit pas par ça, parce que la maladie n'est pas connue. Donc on a l'impression que le médecin de la CPM, il considère qu'on l'enfume un petit peu, qu'on lui donne un diagnostic qui n'existe pas. Et quand bien même il y a une mutation, effectivement, dans ce cas-là, on a quelque chose, on va dire, de plus fort à proposer. Moi, j'ai reçu déjà des refus de prise en charge avec des mutations tout à fait caractérisées, y compris des mutations sévères. Si je peux juste rebondir sur ça, on avait travaillé justement avec Albi et Émilie sur la prise en charge pour reconnaître en ALD. En fait, effectivement, c'est parce que les experts qui reçoivent les demandes ne connaissent pas. Donc c'est comme les médecins qui ne connaissent pas encore bien la pathologie et les risques, l'évolution de la maladie. Les médecins experts ne connaissent pas, mais ça s'améliore. Et donc ce qu'il faut faire, comme vous disiez Angela, c'est que si ça ne marche pas, il faut réenvoyer une demande. Oui, ce que j'ai fait plusieurs fois. Et là, nous en tout cas, on a eu des contacts maintenant. Alors c'est peut-être pas tous les centres, toutes les CPM pour qui ça fonctionne. Oui, je crois qu'il y a une grande hétérogénéité en fait. Mais je pense qu'à force, ça y est, ça va rentrer dans les connaissances des médecins experts et qu'il faut pas laisser tomber. Comme on disait tout à l'heure, le patient il a l'impression qu'on l'abandonne. Donc effectivement, au moins ne serait-ce que de réenvoyer la demande, peut-être sinon contacter quelqu'un. Alors c'est très chronophage tout ça, ça prend du temps, mais ça aiderait peut-être le patient à justement qu'il soit reconnu comme malade. Oui. Je pense que c'est en train de s'améliorer. En tout cas, nous, on a eu un patient, c'est un cas, c'était refusé, on a réenvoyé, c'est bon. Oui. Et puis les demandes de prise en charge est faite par un médecin généraliste qui ne connaît pas non plus et qui va être lu par un médecin de la CEPAM qui ne connaît pas non plus. Alors donc, il y a des grandes chances qu'il y ait des problèmes, c'est sûr. Si je peux juste rajouter une chose sur ce que disait Sarah, c'est qu'en fait, on a parlé de Villefoy. Allez-y, Émilie. Lors de notre réunion justement avec la CNAM, on a appris que le syndrome LPAC, il passe dans une ALD précise. Et en fait, ces demandes-là doivent être traitées au national. Ce qui fait que quand vous envoyez vos demandes, c'est ce qui est arrivé avec un cas de Sarah, quand on envoie les demandes, ça va du coup à la caisse au niveau régional. Mais en fait, eux, c'est le médecin qui doit le renvoyer directement au national. Et nous, on constate qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et justement, on va travailler sur ce point-là. C'est qu'il y a une information qui doit se faire au niveau de la CNAM aussi. En fait, ils ne connaissent pas encore bien le fonctionnement, mais on nous a dit que dans la théorie, MPAC, même s'il n'y avait pas de mutation authentifiée, ça pouvait... C'est bien. Oui, dans la mesure où c'est encore une fois une hépatopathie chronique nécessitant un traitement au long cours. Voilà, donc on a d'autres, parce que ça ne concerne pas que le LPAC, le problème de l'ALD dans les maladies rares, donc notamment dans les maladies vasculaires. Moi j'avais juste une remarque, c'est que le LPAC, ça veut quand même dire low phospholipide associé de cholelithiasis. Et donc finalement, c'est combien de pourcents de vos lithiases intrahépatiques? C'est un réel problème d'avoir réellement des LPAC, parce que je pense que le malade qui a un syndrome LPAC avec un variant même monoallélique et même peu pathogène de MDR3,
il n'aura aucun problème pour avoir une ALD et une prise en charge à partir du moment où il est présenté comme déficitaire en MDR3 et pas comme un LPAC. Voilà. Je pense que la solution, c'est un déficit en MDR3. C'est-à-dire un déficit génétique en MDR3. Alors, premièrement, c'est que tu vas restreindre que les patients à 50%, ce qui est injuste pour tous les autres, sachant que les autres ont le même syndrome. Mais non, parce qu'ils n'ont pas les phospholipides bas. Pardon ? Ils n'ont pas forcément les phospholipides bas. Non, bien sûr, mais on est d'accord, mais ils ont les mêmes. C'est un syndrome, donc ils ont les mêmes symptômes, ils ont les mêmes inconvénients, ils ont le même traitement. Donc c'est pas juste. Il faut qu'on arrive à convaincre que c'est. Ah bah oui, parce que c'est comme toute maladie hétérogène sur le plan génétique, quand tu sais qu'un tiers a une mutation et les autres on ne sait pas encore. Donc si tu veux, je suis d'accord avec toi que ça peut appuyer, mais du coup ça pénalise ceux qui malheureusement n'ont pas le reste. Ça ne les pénalise pas, ils sont déjà pénalisés. Vous améliorez les autres. Il faut peut-être voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui. Moi, je reste convaincu qu'il faut raisonner au niveau phénotypique, même si, alors déjà au niveau clinique, c'est ce qu'on fait. Et après, sur le plan de l'assurance maladie, effectivement, c'est toujours mieux si tu peux dire que tu peux le relier à une anomalie moléculaire. Mais encore une fois, hépatopathie chronique nécessitant traitement au long cours, c'est quelque chose qui devrait parler à un médecin de la CPAM. Ça fait partie des critères de prise en charge. Puisqu'on parle de l'ALD, nous aimons bien de faire des enquêtes. Et je viens de terminer ici une enquête qu'on a fait spécifiquement sur l'ALD en faisant un zoom là-dessus. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas toujours ni la CNAM ni le CEPAM qui bloque. C'est le fait qu'il y a une autocensure du corps médical sur la rédaction de dossiers. Alors, ça provient de plusieurs choses. C'est effectivement, probablement, le médecin généraliste qui, c'est lui qui, normalement, est censé, dans sa fonction, rédiger disons, une requête d'ALD. Bon, seulement, il n'a pas beaucoup de moyens, parce que, justement, il ne sait pas il connaît pas la maladie. Bon, ensuite, quelquefois, il a du mal à discuter avec un hépato qui, quelquefois, ou un gastro de ville. Bon, est-ce que la communication passe bien? On ne sait pas bien. Enfin, bref, on s'est rendu compte que le critère majeur des refus d'ALD, que ce soit d'ailleurs pour le LPAC et pour les autres, c'est de l'autocensure, je dirais, par le corps médical, et non pas la CEPAM ou la CNAM. C'est un problème d'absence de demande et quelquefois même de toute façon avec l'insu, si je puis dire, du malade. C'est-à-dire le malade, il dit « Ah ben je ne sais pas, c'est mon médecin qui s'en occupait ». Et alors très souvent, ça ne les pose pas de problème, et en tout particulier pour le LPAC, quand ils travaillent, parce qu'ils ont généralement une mutuelle. Peut-être question courte et réponse courte, Florence, merci. C'est juste pour rebondir sur ça. Il y a aussi des patients, alors en dehors des formes sévères, multicompliquées, qui, sous AUDC, s'améliorent, ne font plus de symptômes, qui ne souhaitent pas non plus être mis en ALD pour une histoire d'assurance bancaire, pré-bancaire. Ah, bien entendu, je parle que de ceux qui souhaitent l'ALD. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, on ne peut pas non plus partir dans quelque chose de systématiquement à faire. Parce que le patient, ça peut être aussi... à l'encontre de surtout que ce intérêts. sont des gens jeunes qui contractent des prêts et donc qui veulent acheter leur maison. Exactement. Donc oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais pas que, ça ne vient pas que du médecin. Voilà. Merci, Angela. Merci beaucoup. Alors, je vais vous proposer d'enchaîner sur la clinique. Alors, je ne sais pas si je dois appuyer sur le bouton. Est-ce que je peux avoir merci